Super. Fait qu'on est en train de corriger les exercices de la semaine 9 et 10. On est en train de faire un petit rappel du Entity Framework, hein, qui nous permet de partir d'un contexte qu'on va définir, qu'on va regarder dans le modèle, mais, pas mais qui nous permet d'utiliser directement le langage orienté objet, hein, donc de créer des éléments avec la création d'objets, avec seulement les informations pertinentes. Puis lui, derrière, il va utiliser en fait la librairie ADO.NET pour être capable de faire les requêtes SQL qui sont nécessaires pour faire tout le charabia autour. OK? Donc, quand je fais un add, ben lui, il va faire un insert into avec les différentes values et ainsi de suite. Après ça, ça nous permet de juste travailler avec les différents éléments, avec le link qu'on avait vu la semaine d'avant, pour être capable de juste travailler encore une fois avec la représentation objet. Qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est la problématique du Entity Framework, c'est de créer le contexte qu'on peut utiliser par la suite. Donc, pour créer le contexte, ça se passe en deux éléments. On a les représentations des différentes classes, hein, des différents objets, des différentes entités qui vont être utilisées à l'intérieur de mon problème. Puis une fois que j'ai ces différentes entités-là de créer, donc celui-là, il est très, très, très direct, hein. C'est une classe comme une autre avec des propriétés, avec des get et des set. Je peux même avoir des méthodes que je veux utiliser dans mon programme, même s'ils ne sont pas représentés dans la base de données. Je peux avoir des liens entre les éléments avec des listes J'ai une question d'autres sur classes. concernant le lien, Oui, certainement. justement sur le liste, l'attribut ou public list. D'habitude, la déclaration classique, c'est list post, et après ça post avec S, et après ça list post. Est-ce que ça, c'est une abréviation ou Oui, donc de juste mettre le new ici, là, new c'est après ça list post? New, de quoi de list post? C'est ça la déclaration classique. pourquoi avoir écrit ça ici? Oui, il faut l'écrire, ça c'est correct. Il faut l'écrire. Et après ça, le variable c'est post. Et Mhm. après ça, si lorsqu'on fait new list post. C'est ça Ouais. c'est liste. La déclaration classique une liste. Pas Fait que ça serait ça, la nomenclature totale, là, hein, où c'est qu'il faut créer une nouvelle liste qui va contenir les posts. Fait que cela est créé directement avec le blog. Comme quand on c'est crée ça, une donc liste, lui, il est grisé. Donc, le visuel, c'est lui, il a écrit là, ce que je suis en train de dire, ce qu'il faut ajouter. Il est en gris comme quoi, comme ce qu'on est en train de dire, d'écrire là, c'est une abréviation. On l'a omis, on a négligé de mettre liste. Et après ça, post. exactement. Donc ici, si tu regardes, là, tu peux l'enlever avec juste le new. Là. C'est ça, je vais être certain, c'est ça ta question, là, juste que le new était tout seul à la place d'avoir la formulation complète. C'est ça ton. Oh, l'information complète, super bien. Mhm. C'est synonyme, ça fait la même chose. Fait que tu pourrais l'écrire comme ça. C'est juste que la syntaxe moderne dit que tu n'es pas obligé d'avoir la déclaration quand tu l'as de l'autre bord, anyway. Parce que l'inconvénient, je vois Sanavi, c'est chez Sanavi. L'inconvénient de la syntaxe moderne qui est prévue, c'est qu'on s'y loin de Java. D'habitude, C Sharp, lorsqu'on apprend le C Sharp avec la syntaxe classique, c'est très très près de Java. Donc la conversion, quelqu'un il va faire la conversion très rapidement sans problème. Et quelqu'un qui a l'habitude des abréviations, on va Ben, pas. ouais, effectivement, c'est la syntaxe classique de C Sharp est très, très, très proche de Java. C'était ça le but, en fait, c'était de compétitionner avec Java. Mais avec le temps, le monde a demandé d'avoir des raccourcis pour avoir à moins écrire de stock. Puis c'est ça que C Sharp apporte. C'est Là. C'est même. intéressant d'avoir des raccourcis, c'est intéressant. C'est juste que chaque chose, il y a des attributs et des avantages. On a les Oui, avantages de l'abréviation, mais là aussi, c'est d'inconvénients. c'est de les savoir après ça. C'est ça la problématique, effectivement. Puis c'est un peu le problème complet du Entity Framework, hein, parce qu'il fait beaucoup de choses pour toi, c'est juste qu'il faut que tu saches qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est comme là, ici, d'avoir créé une liste de poses, ben, lui,
derrière, il va créer comme une clé étrangère dans la base de données qui me permet de, tu sais, avoir les différentes informations. Ça se fait tout seul, tu sais, mais il faut juste savoir qui fait ce raccourci-là. Là. C'est toujours la problématique avec les technologies de très haut niveau qui fait beaucoup de choses pour toi, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait pour toi, pour pas être pris par surprise. Tu sais, là. Je suis d'accord. Est-ce que ça répond à ta question initiale? Non, merci. J'ai une autre question de Saïd. Oui, c'est juste par rapport à la syntaxe. Vous avez parlé de la syntaxe classique. Est-ce que cette nouvelle façon a un nom? Est-ce qu'il y a un nom pour cette syntaxe-là? Oui, Pour que... en fait, si tu regardes ici, là, c'est un redundant type specification, puis quand je fais l'action, c'est un target typed new. C'est ça le nom du raccourci. Si on le Mais recherche. ok, je parle de la syntaxe au complet, cette nouvelle façon de faire au complet, de coder. Est-ce qu'il a un nom? Ben, le principe, c'est que c'est la Comme syntaxe de C Sharp. ok, La syntaxe de C Sharp syntaxe classique. rajoute à chaque fois des nouvelles choses. Et donc, il n'a pas de nom. On ne peut pas dire syntaxe classique versus un autre nom. Non, non, c'est ça. Le principe, c'est qu'à chaque nouvelle itération de C Sharp, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Si on est rendu à C Sharp 10, tu regardes cette nouvelle syntaxe-là, c'est arrivé dans la version 9. C'était l'année passée, là. C'est très nouveau, là. C'est juste le principe de. Quand je dis classique, c'est juste que ça a été introduit après la première version. Là, habituellement aussi, l'éditeur, hein, comme là ici, le principe, c'est quand mettons que je l'écris de la manière initiale, là, sans le raccourci syntaxique, je peux voir que l'éditeur, il me le met en gris. Hein, qui est habituellement un indicateur de, comme c'est superflu ou tu n'en as pas besoin, tu sais. Puis souvent, l'éditeur va te dire, hey, en passant, tu peux le réécrire de cette manière-là. Hein, puis c'est le cas ici, là, je fais un clic droit, puis il me dit que je peux le mettre en mode raccourci. J'ai une autre question de Samira. Ah oui, est-ce que c'est nécessaire de nommer la liste qu'on poste ici est le même nom que le tab qu'on a utilisé avec .db? Ben, Car c'est ici, important que vous la avez liste. nommé les deux tables, c'est le même que le nom de la liste. Est-ce que c'est obligatoire? Ben, que ce soit une liste de l'autre classe, comme cette partie-là, oui, il faut que ça soit exactement ça. Ça, c'est pas obligé d'être nommé directement pareil. C'est ça ta question? Je veux être certain de. Non, les tables en haut, je pense, en haut, vous avez nommé encore poste avec S, c'est le même nom. La nomination de DB7, est-ce que Oui, Dans celui-là ici? oui, oui. la table Oui. même nom que la liste? Le nom ici est pas important. Ben, ça va être ça ici, ça va être le nom de la table qui va être utilisé. Ce qui est Oui, est-ce important que pour le c'est relier, c'est obligatoire le que ce DB7. soit le même nom de la liste? Ici, le tab. Non, c'est pas obligatoire. Le lien va se faire sur le fait que c'est une liste de posts. OK. Comme par convention, habituellement, on va garder les mêmes noms. Là, dès que c'est une liste, on met le nom avec un S. Comme ça, on sait où c'est qu'on s'en va. Là. Oui, pour la liste, c'est comme d'habitude, mais pour le tableau, est-ce que je dis, est-ce que le nom de la liste et le nom de la table, est-ce que c'est obligatoire le même? Non, c'est pas OK, obligatoire. Des fois, ça se peut que tu aies besoin de plusieurs listes de posts qui aient des noms différents. Fait que ça. OK, c'est bon. Merci. Donc, Adriana porte un point extrêmement important hein, que euh, moi, je vous enseigne la version courante, mais ça ne sera pas la version que vous allez utiliser dans 2 ans, puis ça ne sera pas la version que vous allez utiliser dans 5 ans. Le principe de l'informatique, c'est un domaine qui est toujours comme en cours d'évolution. Hein. Fait que c'est important de rester ouvert à
les dernières versions, de voir c'est quoi les changements, de voir qu'est-ce que le monde y font. Ça fait partie du core du travail, là, de rester avec les dernières simagrées des différentes technologies. C'est ça qui est. En même temps que savoir la base, c'est le SQL, ça reste là. Mais bon, on revient à nos représentations dans notre contexte. On disait qu'on avait nos différentes classes, hein, avec des fois justement des liens qui me permettent de faire derrière des relations de clés étrangères, des choses comme ça. Puis le principe, c'est après ça, on va avoir un DB contexte. Okay? Donc, hein, on hérite de DB contexte. Puis après ça, c'est nous qui fait notre propre contexte représentatif de notre problématique courante. Puis à l'intérieur, il y a des informations primordiales. La première, ça va être les DB7 qui va être le lien direct avec une table dans la base de données. Fait ici, on dit qu'on a des blogs, ben ça va être dans la table blogs. On a des posts qui vont être dans la table posts. On a ensuite le blogging context et le unconfiguring, qui sont les configurations à utiliser par rapport à la base de données auquel je me connecte. Donc, dans ce cas-ci, pour SQLite, puisque c'est une base de données qui est directement dans un fichier, ça va être de setter le fichier, le chemin du fichier, puis de l'utiliser comme data source. En passant ici, on peut voir que le connection string, hein, c'est quelque chose qui revient. Là. Dans le ADO.net, c'était la même chose. C'est un connection string. On lui indique c'est quoi le data source, puis on lui indique c'est quoi l'information, le chemin vers lequel on va se connecter. Fait qu'on voit ici comme une espèce de petit pont là, de connaissances entre les deux. Fait que nous, ce qu'on voulait faire dans notre exercice, c'était de partir de notre premier projet avec les blogs puis les posts, puis de rajouter à cet élément-là les tags. Donc, on voulait créer une nouvelle classe tag, qui va avoir un ID. OK, oups, j'ai oublié de mettre une chaîne comme propriété. Non, en fait, ici, c'est supposé être un int. Et on va avoir un string qu'on va appeler. Et voilà. Donc, on a notre ID, on a le nom du tag. Puis, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'on dit que hein, un tag, c'est comme un hashtag, sur un post, on peut avoir plusieurs tags. Et donc, un tag va être attaché à plusieurs posts en même temps. Fait que c'est un many-to-many. Il y a plusieurs tags sur un post, puis un tag peut être sur plusieurs posts en même temps. Fait que c'est un many-to-many. Comment est-ce que ça va se répercuter? Fait que si on regarde ici, on a une liste qui fait un lien vers les posts, puis on a une liste qui va faire un lien vers les tags sur le post. Donc, le post a des tags, puis le tag est relié à des posts. On n'a pas besoin de rien faire d'autre. Juste d'avoir ces deux liens-là, pardon, ces deux liens-là ensemble, va faire reconnaître au Entity Framework que c'est une relation many-to-many. Puis quand j'exécute cet élément-là, si je vais utiliser mon navigateur, j'en ai pas créé, là, mais si on regarde juste les tabs qui ont été créés par rapport à ça, donc on peut voir qu'on a nos blogs, on peut voir qu'on a nos posts, on peut voir qu'on a nos tags, puis lui, il a automatiquement créé une table additionnelle pour être capable de faire la relation many-to-many. Donc, hein, le many-to-many, dans des tables SQL, on n'est pas capable de représenter ça directement. Il faut avoir une table intermédiaire qui va faire le lien entre les ID des tags et les
ID des posts. En fait, là, j'ai fait l'inverse. Les ID des posts sont là. Les ID des tags sont là. Donc, pour ce numéro-là, c'était de voir... c'était de voir le principe de créer des nouveaux éléments pour être capable d'avoir des relations qui se lient entre les deux, puis d'être capable de voir la répercussion dans la base de données qui se fait automatiquement. J'ai une question de Saïd. Oui, est-ce qu'on peut voir, par exemple, la clé primaire qu'il a mis pour la nouvelle table? Oui, certainement. Ici, attends, il faut juste que je vienne de changer les choses, fait que il va juste falloir que je refasse ma migration. Et... Un instant. Un faire. Et la base de données. Et puis là, après ça, on va pouvoir dire, mettons, j'ai-tu un post, on va en rajouter un. Fait que on va dire blogs.first. On va y rajouter un post et on va le mettre à part juste pour qu'on puisse avoir accès. On va dire qu'est-ce qu'on a besoin de dire dedans. J'ai besoin de blabla. Et je vais pouvoir dire voici le nouveau post. Et après ça, on va dire que ce post-là, il y a des tags. Et je vais en rajouter un. Ça prend un titre aussi, le post, Ah oui, t'as raison. comme premier paramètre. Tag name. Et on va l'appeler le cool tag. Non, c'est le premier où l'ordre n'est pas important. L'ordre n'est pas important quand on fait la création rapide. Et tac, 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 tac. Je suis sur le 20. On exécute ça. Et... J'ai créé le post. J'ai sauvé. Non, plus.
on va le faire à part. Senior tag. Même pas. Non, j'essaie de... Ah, oui, c'est moi, c'est de ma faute. J'ai fait une liste puis j'ai justement oublié de mettre des news. Puis là, si on regarde le résultat de ça. Ben, là, ici, puisque comme le code il a roulé une couple de fois, j'ai plusieurs fois le même élément. Là. Mais le principe, c'est j'ai mon post. Okay. J'ai dans mes tags le tag que j'ai rajouté. Là, le principe, c'est comment je fais pour savoir comment les deux sont reliés ensemble. Ben, j'ai le post dernier que j'ai créé qui est relié au tag que j'ai créé. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, le principe, c'est hein, ça s'est généré tout seul avec un tag name. Le post a été créé. Puis là, pour faire le lien entre les deux, il faut que j'aille voir dans la table de combinaison de many to many pour dire que le troisième que j'ai créé, le dernier quand ça a fonctionné, est relié au tag 1. Parce que sur Oracle Developer, ça, c'est une vue qu'on voit les données, mais il y a une autre vue qu'on voit la définition de chaque colonne. Puis, est-ce que c'était une clé primaire ou est-ce qu'il y a des contraintes là-dessus? Je ne sais pas si on peut le voir ici. Est-ce que Quelque ça... chose de même, là? On peut voir ici les clés primaires. OK, oui, c'est ça. Donc, c'est représenté avec des symboles. OK. C'est juste des symboles à la place. Le post tag, OK. Ou sinon, on peut le voir directement aussi. Je peux voir ici. Donc, pour lui, il prend les deux champs pour la clé primaire, c'est ça, pour la nouvelle table, la post tag. Exact. OK, là, on le voit ici. Merci. Donc, aussi, tu peux toujours le voir. Comme regarde celui-là. Fait que le principe, c'est que c'est des liens vers le post et vers tag. Oui, c'est clair. Merci. Excellent. J'ai une autre question de Prime. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste revenir au modèle? Certainement. Donc, au niveau de la classe post, on a créé le Public and Blog ID. Mm-hmm. Ça c'est une référence pour référence pour le blog, c'est ça? C'est exact. Après, il y a une autre propriété qui est en dessous, c'est le Public Blog Block. Oui. Ça, c'est quoi? Oui. En fait, le principe, c'est que ça ici, c'est quand je veux spécifier qu'il va absolument avoir une clé étrangère. Okay? D'accord. En fait, si j'enlève cette ligne-là, là, OK, puis que je laisse juste le blog, hein, qui est l'objet directement, derrière, il va quand même créer la clé étrangère pour nous. Fait qu'en fait, celui-là est juste redondant dans le Entity Framework. C'est juste pour notre conception de nous, on sait que c'est supposé être une clé étrangère, là, fait qu'il faut comme qu'il y ait un lien. Là. Mais... Donc, ça, c'est pour les liens 1 à plusieurs, c'est ça? Exact. Donc, pour 1 à plusieurs, c'est nous
que nous devons créer le lien, c'est-à-dire à partir de ces deux propriétés-là. Exact. En fait, C'est ça? juste elle est Mhm. cela qui est nécessaire. D'accord. Cela, c'est juste pour comme se Donc, donner l'idée que ça va être une clé étrangère. OK. Et pour le lien plusieurs à plusieurs, ça se fait à travers les listes, c'est ça? C'est-à-dire, Exactement. il faut créer liste des deux côtés pour dire que il y a une relation plusieurs à plusieurs, et ça fait que ça crée une autre base, plutôt une autre table qui va prendre les deux ID des deux classes, c'est ça? Exactement. Lui, OK. il voit que c'est un many-to-many tout seul comme un grand, là, puis il crée D'accord. la table intermédiaire. D'accord. OK. OK. Merci. C'est ça la force du Entity Framework. T'sais. Le principe, c'est que j'ai écrit 2 lignes, puis lui, il a inféré un paquet de choses avec, qu'on n'a pas besoin d'écrire en SQL. Mais un à plusieurs, mais il faut créer la liste. Oui, exactement. Même au niveau de... Même dans l'autre aussi, là, pour avoir les Ouais, posts. Là, ouais. parce que- Exact. Excellent. Fait que ça fait le tour de notre première correction. Que je change de bord parce que j'ai écrit ça de mon côté Windows. Là-dessus. Voyons. Ah, je vais le partager ici. Parfait. On va partager mon écran ici. Super. Donc, on était rendu à faire notre deuxième exercice avec la DO.net qui nous demandait de créer une nouvelle table, qui demandait de rajouter des éléments dans cette table-là, donc en fait de refaire au complet ce qu'on avait fait aujourd'hui. Donc, si on regarde le résultat de ça, donc on se crée encore une fois une connexion à notre base de données. On utilise encore une fois le connection string avec le data source. Là, ici, j'ai donné un nom direct. Faire attention que ça soit disponible. Une fois que la connexion est configurée, on ouvre la connexion pour comme établir le lien vers la base de données. Puis, à partir de là, les différentes commandes vont pouvoir utiliser cette connexion-là pour être capable de s'exécuter. Pour créer une commande, je me crée un objet de commande. Puis, il y a 2 éléments à configurer. Le premier, ça va être la connexion. Puisque je garde la même connexion tout le long, je peux garder la configuration juste une fois puis la laisser là. Puis après ça, j'ai les différentes commandes que je veux exécuter. Fait que dans ce cas-ci, on voulait créer une table avec 4 colonnes, avec un ID, un nom, une adresse et un solde. Donc, j'ai la création de la table avec les différents éléments. Donc, le ID avec un primary key, le name, l'adresse, le solde. Puis, à partir de là, je peux, dans la commande, exécuter la méthode que j'ai besoin. Dans ce cas-ci, execute non-query, parce que ce n'est pas une requête, hein, c'est une action, c'est un create, update ou delete. Donc, ça va directement l'exécuter. Une fois que la table a été créée, je demandais de rajouter 5 clients de notre choix. Fait que ici, à place d'avoir plein de insert, je me suis créé un seul insert avec plusieurs values à l'intérieur, comme on peut le faire en SQL, puisque j'ai mis ça sur plusieurs lignes. J'ai mis le A commercial auparavant pour que ça puisse
fonctionner puis que ça ne dépasse pas vers la droite très longtemps. Puis après ça, ça l'exécute le query. Ici, rappel, l'execute query, je pourrais regarder le int qui ressort de là pour savoir il y a combien de lignes qui a été modifié, valider qu'il y a bien eu 5 lignes de modifiées. Fait qu'une fois que celui-là est fait, on demandait de faire un programme qui va faire des saisies au clavier. Donc, si vous avez fait des variables qui s'assignent directement, ça fonctionne aussi, là. Mais demander les informations, puis après ça, on voulait les rentrer, puisque les informations étaient des éléments variables. Il fallait utiliser un prepared statement. J'ai une question de Saïd avant qu'on continue. Oui, j'ai remarqué que les types que tu as utilisés pour le create table, ce ne sont pas les mêmes que pour SQL. Est-ce qu'il y a une table pour savoir, parce que comme texte, parce que c'est des charm, ils ont précision. Effectivement. Donc, chaque base de données a ses propres séries de types. OK? Fait que quand tu veux savoir ça, il faut que tu ailles chercher le... Et donc, ça, c'est propre à SQLite, c'est ça? Exactement. Okay. En SQLite, c'est très, très, très minimal, là, hein? Il y a integer, il y a real, il y a text. OK. Oui, je vois. Tu sais, si, admettons, tu es avec Oracle, ben lui, il y a varchar 2, il y a le number, il y a date. Si tu es avec Postgres, oui, je vois, c'est propre à la base de données. c'est ça, là, c'est propre à la SGBD, là. Il y en a qui se recoupent, tu sais, comme... mais comme, mettons, lui, il y a numérique, okay, il y a decimal, il y a big int, il y a integer plutôt que int. Fait que ça va dépendre de la base de données que tu utilises, là. Puis ça, c'est ça qui soque quand tu fais du SQL, hein. J'ai une autre question de Rim. Oui, où est-ce qu'on met le nombre de lignes qui ont été insérées pour, par exemple, après avoir inséré des enregistrements, on veut savoir combien ça a été inséré, c'est à quel niveau? Mm-hmm. Donc, le principe, c'est le execute non-query qui retourne un int. Fait que, mettons, si je Où voudrais est-ce qu'on met m'assurer, le i? ça Ah, serait, OK. je prends le résultat. Donc, il faudrait comme avoir quelque chose qui reçoit le résultat. Et à partir de là, je pourrais avoir... Ah, d'accord. OK. on va le mettre comme ça va être dans solution. Puis et hop, non. Comme ça. Fait que c'est le execute query qu'il faut. Tu sais que tu peux le faire tout seul si tu t'attends pas à rien. Si tu Donc, veux avoir le résultat, c'est à toi de le sauvegarder quelque part. Donc, execute non-query, c'est juste qu'il fait l'insertion, c'est ça? Enfin, il exécute la commande d'insertion, c'est ça? Ben, il exécute une commande. OK. Hein, parce que ça peut être un create table, ça peut être un drop table, comme on a à la ligne 16 et 13. Ici, c'est insert, OK. Si c'est un des insert, update ou delete, ça retourne le nombre de lignes qui a été modifié. D'accord. OK. Très bien. Okay, sinon, ça retourne un -1 si ça, mettons, ça aurait été un select. Parfait. Parfait. Que, maintenant, on veut avoir des éléments qui vont être variables. Fait que pour avoir des éléments variables, on va avoir un prepared statement, une requête préparée. Donc, on a le insert into, on a le values, mais quand vient le temps de mettre les éléments variables, on utilise un symbole spécial qui est le A commercial avant d'avoir les éléments. Ça devient comme une espèce de variable pour la requête. Une fois qu'on a setupé la requête, il faut rajouter ces différents paramètres préparés-là. Donc, on va utiliser dans la liste de parameters une méthode add with value où je suis capable de redonner le nom que j'ai donné avec le A commercial, puis après ça, d'y donner le nom, en fait la valeur que je veux insérer à cet endroit-là. Donc, dans ce cas-ci, j'ai fait des saisies des 3 informations, puis je les remets à l'intérieur.
pour les requêtes préparées, il faut avoir le prepare avant d'exécuter la requête pour que lui, il prenne les informations, il construise comme la version finale de la requête avec validation. Puis après ça, je l'exécute, puis ça devrait être inséré. On demandait finalement dans le problème d'afficher les noms des clients dont le solde dépasse 100. Donc, je fais une requête de select qui va très possiblement me retourner plusieurs réponses. Donc, ça ici, ça me retourne quand je l'exécute avec le reader, ça va me retourner un SQLite Data Reader qui a une méthode read qui permet de faire avancer un curseur, qui va comme sélectionner la prochaine ligne. Le read, tant qu'il reste des informations, ça retourne true. Donc, je peux mêler ça à un while. Ça va donc continuer tant qu'il y a quelque chose à lire. Puis, après ça, pour aller chercher l'information du reader, de la ligne qu'il a sélectionnée en ce moment, je peux utiliser un get suivi du nom du type. Puis, après ça, avoir le numéro de colonne avec les colonnes qui commencent à 0 pour aller chercher l'information que je veux. Fait que quand j'exécute ça, en même temps, je vais prendre la question de Rim. Oui, ici, est-ce que vous avez demandé d'utiliser le requête préparée ou de préférence, il faut le faire? C'est pas de préférence. Il faut le faire. C'est obligatoire à chaque fois d'utiliser les commandes préparées si tu as quelque chose de variable. Donc, pour faire le insert, c'est automatique. On doit le faire. On doit faire le préparer. Si on a des choses variables. Si tu commences à rentrer des choses directement, c'est correct. OK. Mais dès que tu as quelque chose de variable, obligatoirement une commande préparée, il n'y a pas d'autres éléments que tu devrais penser. Si tu commences à construire la chaîne de caractères avec le dollar, c'est extrêmement problématique d'un point de vue de sécurité. Fait que c'est à se barrer de notre tête, il ne faut jamais faire ça. Fait que on peut voir ici, je fais le read, puis puisque le select avait déjà les éléments, je peux aller les chercher. J'aurais pu faire un select moi-même, puis après ça, faire le if à l'intérieur du read. Ça aurait été aussi possible, mais le principe du SQL, c'est de simplifier la requête le plus possible. J'ai une autre question de Saja. Oui, si je fais select name, donc on fait get. Ah oui, hein, t'as bien raison. N'est-ce pas? Ici, on peut très bien faire un select name. 0. Puis marquer 0 à la place. C'est pas 0, non? Oui, parce que ça va être la seule colonne qui est du résultat. Ah, d'accord. Et on peut voir ici que c'est effectivement la bonne information. Ici, on peut voir avec la question un peu la faiblesse de, du ADO.NET, du fait qu'il faut comme être très conscient du SQL qu'on utilise. Comme là, ici, j'ai fait un select qui va donc retourner juste une colonne. Donc, quand je vais aller chercher la colonne, ben, il faut juste que j'aille chercher la colonne 0 qui va être en fait la seule colonne de disponible. All right. On peut ne pas mettre de 0, c'est-à-dire vide, c'est-à-dire get string entre parenthèses. Est-ce que... Je ne sais pas s'il va... Non, il n'aimera pas ça. Ah, il faut qu'il y ait un paramètre. OK. Et voilà. Fait que c'est nos deux éléments de corriger, comme je l'ai dit dans les prochaines minutes, là, quand je vais avoir terminé avec ça. Les deux fichiers vont se retrouver sur Leia pour que vous puissiez les regarder et les étudier par la suite. J'ai une autre question de Saïd. Ouais, juste par rapport aux requêtes préparées, est-ce qu'on peut utiliser nos propres méthodes, par exemple, pour encapsuler le traitement pour éviter l'accès direct à faire des requêtes? Par exemple, les commandes, notre commande, est-ce qu'on peut l'utiliser comme privé, puis fournir des fonctions comme publiques pour les manipuler, puis on fasse notre logique pour avoir plus de contrôle et plus de
Ben, dans un programme, tu peux avoir des classes qui auraient, mettons, genre, ajouter élément, puis là, tu fais juste recevoir, mettons, 3 paramètres. Là, lui, à l'intérieur, il crée l'élément. Mais il faudrait quand même que tu utilises la requête préparée à l'intérieur de ta classe qui serait comme privée. Mais oui, tu peux, puis c'est ça habituellement. Là, tu sais, on l'a tout fait dans un méga programme. Là. Mais habituellement, là, si on voudrait faire quelque chose avec l'orienté objet, mais là, ça serait à nous de faire un ajouter à la liste, puis là, de faire ça à l'intérieur de cette méthode-là, avec une méthode qui reçoit un nom, une adresse, un solde. Puis là, toi, tu pourrais aussi avoir d'autres validations à ce niveau-là. En gardant la commande comme private, genre. Exact. Ouais, c'est bon. Merci. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions pour aujourd'hui? Sinon, ça serait la fin Donc, de notre pour podcast. l'examen, on aura 2 exercices. Un exercice sur ADO et un exercice sur les Entity Framework. Exactement. Puis sûrement que dans OK. le Entity Framework, on va vous demander de faire une requête avec le link, OK. là, le mini SQL de C#. OK. OK, d'accord. Merci.